je suis Laetitia Pinson-Guéret, je travaille à l'INRA de Bordeaux dans l'unité MIXA, Mycologie et Sécurité des Aliments. Et la thématique de l'unité est centrée plus sur donc, les mycotoxines et la production de mycotoxines par fusarium. Et donc au laboratoire, on essaye de décortiquer et de comprendre les mécanismes qui poussent ce changement à produire des mycotoxines. Donc, les mycotoxines, donc un contaminant majeur des récoltes et des céréales. Donc, je vais vous présenter quelques slides de présentation pour resituer le sujet. Donc, au niveau de la parcelle, nous avons, comme l'a dit, différents contaminants qui peuvent être les résidus de pesticides, les polluants organiques, les métaux lourds et les mycotoxines. Et donc, tout ça crée un environnement au niveau de la plante, mais aussi, par exemple, au niveau de notre champignon, il peut y avoir des interactions avec ces différents résidus. Les espèces fusariennes, donc là je vous ai listé parce qu'il y a énormément, il n'y a pas seulement un fusarium qu'on trouve sur les céréales, mais il y a une population fusarienne qu'on trouve sur les céréales. Et donc en particulier sur le blé et l'orge, on retrouve majoritairement donc, les espèces que je vous ai mis en gras, ici qui sont Graminearum, Arenacearum, Timorum et Chloé. Ici en face, je vous ai mis les toxines qui sont produites, avec une petite légende en bas. Mais vous avez sans doute entendu parler des phytotoxines de type B, et en particulier du désoxynivalinol, de ces pharmacétilés, du nivalinol et de sa pharmacétilol. Mais il y a bon nombre d'autres mycotoxines, en particulier vous avez la zéralinol, vous avez sans doute entendu parler, les fumonisines qu'on retrouve plus particulièrement sur le maïs, et ce qu'on appelle aussi les mycotoxines dites émergentes, que sont la monéiformine, la bovericine et l'imnatine. Ensuite, donc, je veux un petit rappel de la réglementation qui est en cours actuellement, avec donc, sur les céréales brutes 1250 microgrammes par kilogramme et pour le blé dur l'avoine 1750. Sur le maïs 1750. Bon, après, il y a aussi pour les aliments différentes réglementations. Et donc, vous retrouvez la zéralinol que je vous ai parlé, les fumonisines concentrées sur le maïs, et les autres mycotoxines que peuvent être l'ochratoxine et l'aflatoxine. Et pour l'alimentation animale, nous sommes plutôt donc en majorité sur des recommandations. Il y a seulement l'aflatoxine qui est en réglementation. Le cycle fongique de Fusarium graminearum, je vous l'ai mis, c'est pour vous expliquer aussi par rapport aux résidus, l'impact que peuvent avoir les résidus sur la contamination du grain. Donc c'est un champignon qui a deux formes de reproduction, la forme dite sexuée et la forme asexuée. Et majoritairement plutôt sur la forme asexuée, donc il produit des comédies et donc sur les résidus ensuite qui peuvent être enterrés dans le sol, il peut résister tout au long de l'hiver. Mais il peut sous sa forme sexuée produire des périthèses, des asques qui sont assez résistants à toutes les températures basses et l'hivernage, et donc recontaminés par le cycle de l'air et de la pluie. Donc tout ça crée un environnement et les résidus donc ont un impact et sont une source d'inoculum, de réserve d'inoculum assez importante pour la contamination suivante de la culture. Les facteurs influençant les mycotoxines, donc il y en a, il y a eu beaucoup d'études pour voir quels sont les facteurs ayant le plus d'impact sur les teneurs en mycotoxines dans les grains. Donc le climat, bien sûr, c'est le facteur majoritaire. Là, par contre, on n'a pas beaucoup d'influence sur celui-là. Ensuite, vous avez les précédents culturaux. Le travail du sol aussi, j'ai oublié les petites étoiles, pardon, qui est assez importante, les étoiles, les fongicides un peu, et aussi la variété. On commence à bien connaître ou à décortiquer tout ce qui est sensibilité variétale et essayer de comprendre ce qui dans la variété amène cette résistance. Donc il y a pas mal d'études qui sont en cours et de travaux. Donc par rapport au projet qui était Casabro, il y a eu, on s'est intéressé à deux leviers qui nous semblaient importants. Donc c'est deux leviers qui sont au niveau de la gestion du sol et des résidus pour limiter la disponibilité de l'inoculum au niveau de la parcelle et empêcher l'infection à la floraison pour le développement de l'agent, mycotoxine générique.
Donc, ce projet avait aussi en vue l'autre contaminant qui est le CD, le cadmium. Et donc, on voulait aussi voir, et là pour l'instant, peut-être que des prémices de voir la co-contamination, parce que ça va être une donnée, parce que les résultats quand même ont été finis en 2018, donc tout ça n'a pas encore été mouliné, pour voir s'il pouvait y avoir une interaction entre les deux contaminants. Et donc, pour ça, il est important de mieux connaître les populations fusariennes présentes et à la fois sur le blé et sur les résidus. Et en particulier, au départ du projet, on avait l'ambition d'avoir deux prises de résidus. C'est-à-dire, à un moment, le résidu aurait été pris au moment de la récolte, en même temps que le grain. Et on avait l'ambition de prendre des résidus au moment de la floraison. Parce qu'on sait que la contamination par fusarium se fait au moment de la floraison de lait. Mais ça n'a pas été possible de le mettre en œuvre parce qu'il y a eu des réticences au terrain pour savoir exactement si le prélèvement était exactement au même endroit, etc. Et les résidus, parce qu'il y aurait eu de la terre, donc il y a eu la prise de résidus au moment de la floraison n'a pas été possible. Donc l'objectif de Casagro était double, enfin même triple avec le CD. Donc mieux connaître les populations sur le blé tendre et le blé dur, et les résidus, et les teneurs en fusariotoxine des blé tendres et des blé durs pour ce projet. Et le troisième élément, c'était les éléments traces au niveau du sol et dans les productions de blé tendre et tournesol. Donc, il y a eu Emma qui a géré ça au niveau de ce projet, qui a été de collecter tous les échantillons en France avec les différents partenaires, qui a été aussi, je pense, un gros travail aussi pour montrer ce qu'on voulait vraiment comme résidu, etc. Donc, ça présenterait elle-même ce qu'elle a fait. Donc, pour les années 2015, 2016 et 2017, on a eu essentiellement des blés tendres. Et au niveau des résidus, on a pu les collecter en 2015, en 2016 et un tout petit peu en 2017, mais deux. Donc là, je ne vous présenterai pas les résultats. Donc au final, on a eu 79 échantillons de grains de blé et 19 résidus. Donc pour les deux volets mycotoxines, nous, ce qu'on a fait ensuite, ça a été sur les grains, nous avons analysé les teneurs en mycotoxines et les quantités d'espèces fusariennes présentes et microdociennes, parce que le microdocum est aussi responsable de la fusariose, mais ne produit pas de mycotoxines. Mais c'était intéressant d'avoir voir comment l'équilibre des deux populations se faisait. Et donc, sur les résidus, nous avons analysé seulement les espèces fusariennes microdocum. Je vous montre, mais sans doute que cette carte vous sera remontrée, la répartition des échantillons. Et moi, je l'ai mis là parce que, par la suite, donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les résidus et d'avoir la culture suivante d'une année à l'autre. Donc, quand j'ai mis des trois, c'est-à-dire que sur ces parcelles-là, on a eu donc les 3 années de blé tendre, de blé dur, et ensuite les résidus 2, c'est-à-dire qu'on a pu les avoir les 2 années. Donc, c'était les plus aboutis des échantillons qu'on a pu avoir, parce qu'on les a eu tout au long des 3 années de l'étude. Et ça, c'était plutôt intéressant. Donc, on voit que la répartition s'est faite dans toute la France. Ici, je vous ai remis, alors c'est pas pour avoir tous les échantillons, mais c'est qu'après, dans les graphes, ne pouvant pas mettre tous les codes, vous avez juste les codes des échantillons ici, qui seront remis dans les graphes. Donc si après vous voulez aller les revoir par rapport à la région, ça vous permettra d'avoir la référence. Donc les teneurs en mycotoxines en 2015, 2016 et 2017, on n'a pas eu trop de chance, donc, parce que en 2015, aucun des échantillons de blé dur et de blé tendre n'avait de TCTB quantifiable. En 2016, nous avons 2 échantillons uniquement contaminés en DON. Alors uniquement contaminés en DON, ce qui est plutôt classique, les formacétidés, on ne les a pas trop au champ. Mais toutefois, ces 2 échantillons dépassaient la norme. Et en 2017, pareil, nous avons eu une année assez saine, finalement, au niveau des TCTB. Donc, par rapport à ce qu'on aurait pu en déduire
sur l'impact qu'auraient pu avoir certains résidus, certaines cultures sur les teneurs en mycotoxines, le fait qu'on n'en ait pas ne nous a pas permis de conclure là-dessus. Donc la quantification de la flore fusarienne et microdocienne, donc voilà l'histoire que je vais vous expliquer sur le tableau, parce que vous allez avoir les numéros, je pense que c'est un peu difficile. Donc ici, un premier tableau, vous voyez que majoritairement, nous avons du microdocium majus indivallé, quels que soient les échantillons, ou presque, et surtout, c'est que le microdocium est majoritaire et que le fusarium est très minoritaire. J'ai fait un zoom, parce que quand même, il y avait une population fusarienne qui était présente. Et on voit que cette année-là, je l'ai fait par population pour voir quelles étaient les populations dominantes. On voit que le fusarium Poe est le fusarium dominant de cette année 2015. Mais vraiment en très faible quantité. Ici, vous avez l'échelle. On voit que c'est une très faible contamination. Ici, je vous l'ai remis donc, par échantillon. Vous voyez par échantillon quelle population était présente. Et on voit quand même sur cette année 2015, on ne retrouvera pas sur les autres années, que les échantillons, globalement, qui sont contaminés par microdocium, le sont peu ou beaucoup moins que ceux contaminés par les fusariums. Et inversement, ceux qui sont contaminés par fusarium le sont un tout petit peu en microdocium comparé aux autres. Ici, vous avez l'échelle pour le microdocium et ici, vous avez l'échelle pour les fusariums. Donc ensuite, ça a été les résidus 2017. Donc là, on a quand même, même s'il y avait plusieurs études qui montraient que c'était un résidu comme le tournesol, le colza, la moutarde, le poivre, très peu contaminé, on a voulu quand même regarder ce qui se passait. Donc effectivement, on n'est pas trop surpris. On voit que c'est majoritairement les résidus de maïs qui ont des fusariums, mais aussi des microdocium. Et on voit que l'espèce majoritairement retrouvée sur ces résidus est Graminearum. Ce qui est un petit peu étonnant, parce que je vous ai montré tout à l'heure que sur les récoltes, on avait plutôt du Poe. Donc c'est assez surprenant. Et ce que nous aurait permis d'avoir le deuxième résidu au moment de la floraison, ça aurait été d'avoir comment évoluait la population fusarienne sur ces résidus. Ça aurait été intéressant, parce qu'il y a pas mal d'études, des travaux européens qui ont montré que cette population, sur les résidus, se modifie au cours du temps et que des fois on peut avoir une diminution ou une diversité de la population qui est différente au moment de la floraison ou au cours du temps. Donc là, on n'est pas trop surpris donc, sur les maïs et sur l'orge de printemps. Donc en 2016, nous avons refait la même analyse. Là, on voit toujours que microdocium majus est majoritaire, et ça, quels que soient les échantillons, et le microdocium nivalé en moindre mesure. Mais que cette année-là, on voit qu'on a plus de graminéarum. Donc là, pareil, j'ai fait un zoom. Et on voit que, effectivement, c'est graminéarum qui est majoritaire et que le Poe, cette année-là, est pratiquement inexistant. Et qu'on trouve un petit peu de trisymptômes qu'on n'avait pas les autres années, et un petit peu d'Avenacéum. Donc là, je vous les ai remis par échantillon, pour vous montrer que là, ce qu'on avait observé en 2015, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être les échantillons, il y avait plus de microdocium, il y avait moins de fusarium et inversement. Là, en 2016, ce n'est pas du tout le cas. Je vous ai mis aussi pour ces échantillons-là, ceux pour lesquels on avait eu les résidus, parce que donc, ce qui est plutôt connu, c'est que les résidus de maïs, quand on a maïs puis blé, on a plus de contamination sur le blé. Donc je voulais un peu voir. Alors, on ne peut pas en tirer de conclusion hâtive parce que vraiment, j'ai pas beaucoup d'échantillons. Et donc, ceux où j'ai la correspondance entre les échantillons et les résidus sont relativement peu nombreux. Enfin, ça peut donner quand même une petite tendance. Donc, on voit là quand même que ce que je vous disais, le graminéarum est majoritairement présent. Et que sur le maïs, bizarrement, le graminéarum, c'est pas là où il est le plus présent. L'année précédente, c'était le cas. Et aussi que, par exemple, quand il y a eu un résidu tournesol, on n'a pas zéro contamination fusarienne, on a un peu de microdocium, et pour le colza, pareil, et la moutarde, pareil. Et aussi, là, on avait un tournesol. Sur les résidus 2016, donc, on avait aussi beaucoup de
tournesol, un peu de colza, du blé tendre, du blé dur et du maïs. Donc là, on retrouve ce qu'on avait trouvé en 2015, c'est-à-dire que le maïs, c'est vraiment un pool où on trouve énormément d'espèces fusariennes, c'est assez diversifié. Pratiquement toutes les espèces qu'on a recherchées, on les a trouvées. Et pour le blé tendre, par contre, ça a été plus focalisé sur Abenaceae, qui est une espèce qui se retrouve sur cette culture-là. Et par contre, le tournesol est relativement propre, et le colza, un petit peu d'Abenaceae, et le blé dur, oui. En 2017, donc on a refait la même chose. Donc là, on trouve 2017, et ben, qu'il y a très peu de microdocium, c'est-à-dire, je pense que c'est particulièrement dû au climat qui était peu favorable au développement du microdocium. Et donc on retrouve majoritairement le graminéarum, mais pas sur tous les échantillons, c'est quelques-uns. Et donc là, si on décortique un peu plus en faisant un zoom par rapport aux deux échantillons qui étaient très contaminés en graminéarum, on trouve qu'il y a très peu de diversité de la flore fusarienne. C'est vraiment le graminéarum qui a vraiment tout écrasé cette année. J'ai remis les résidus qui étaient correspondants à ces récoltes. Et là, on trouve un maïs effectivement où il y a une teneur forte en graminéarum. Mais après, il y a d'autres maïs où les teneurs sont faibles. Donc si on fait un bilan sur ces 3 années, sur le grain, le microdocium majus est très présent et le nidalé aussi, mais moins que le majus et moins que le fusarium. Quand même, le fusarium est vraiment minoritaire par rapport à ces deux espèces de microdocium. Le poé est le plus fréquent. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des échantillons contaminés en microdocium ne sont pas forcément en fusarium, mais inversement, sauf un échantillon. Pour les résidus, les pois, colza, tournesol, moutarde sont très peu contaminés par fusarium et microdocium. Le maïs et l'orge par graminéarum majoritairement. Présent en grande quantité quand même avec d'autres espèces fusariennes. Et donc aussi, ce qui est intéressant, c'est que le microdocium est présent sur les résidus des céréales. Pour 2016, alors, on retrouve ce que je vous ai dit pour le majus. La différence, c'est que le fusarium majoritaire n'est pas pourri avec graminéarum et que les deux échantillons qui ont du DON, heureusement il y a une correspondance, sont les plus contaminés en graminéarum. Les résidus de colza et de blé dur tournesol sont très peu contaminés ou pas. Le maïs, lui, est fortement contaminé. Ensuite, en 2017, eh bien, là, sur le grain, on a essentiellement du fusarium et très peu de microdocium, et que l'espèce majoritaire est le graminéarum. Et on a très peu de diversité de flore fusarienne, mais pas de microdocium. Donc, si on voudrait aller plus loin, quels sont les axes de recherche qu'on développe actuellement sur ce sujet? Donc, on voit bien que tout ça interagit ensemble et que une donnée ne peut pas être isolée seule et qu'il y a des relations qui se passent, que ce soit au niveau de la plante, avec le fusarium et le microdocium, ils ne sont pas tout seuls sur la plante, ils ne sont pas tout seuls dans les résidus. Il y a des populations bactériennes, il y a tout un microbiote qui se développe à la fois et sur la plante et dans le sol. Que la nature du culture est associée aussi à la rotation, les techniques, les itinéraires techniques, les différents traitements qu'il peut y avoir, le système de culture. Tout ça est imbriqué. Donc les recherches actuelles qui permettent d'apporter des éléments de réponse sur ça sont des approches plutôt maintenant anti-omiques pour détecter les interactions. Ça va être de la métagénomique sur l'ADN, de l'ARN de la transcriptomique, sur les protéines, la protéomique et sur le métabolomique, sur les métabolites du métabolomique. Donc tout ça permet d'alimenter des bases de données et faire ce qu'on appelle du data mining et des analyses. Et donc ça permet toute une intégration des données sur leur ensemble. Donc les approches métagénomiques pour analyser la diversité, donc il y avait un projet qu'on avait fait qui s'appelait Données Micro en 2008-2011 et qui avait permis donc de voir toute la population fusarienne
et de voir aussi que ce qu'on pensait être le plus influencé ou le moins influencé, je ne dis pas forcément, dans le sens où, par exemple, le microdocium est peu influencé par l'agronomie, contrairement, par exemple, avec la minérale. Alors que donc, cette maladie pourrait poursuivre la fusariose, mais il a un comportement différent et est influencé par des choses différentes que le fusarium caminale. Ensuite, il y a une étude un peu similaire qui a été faite, où là, ils ont trouvé aussi donc, que le carbonéralium était le plus abondant et la vinacème le plus fréquent, et que l'indice élevé de ces espèces était corrélé à, par exemple, le pesticide et l'apport en azote favorisait le symptôme. Donc, par le décortiquage et les statistiques, on peut voir les corrélations qu'il y a entre une population et les pratiques culturelles. Il y a aussi donc, des approches qui cherchent à voir quel est donc, le microbiote. Et donc ça, c'est aussi des approches métagénomiques. Donc on va essayer de voir si, par exemple, cette étude permettait de voir si l'amendement, 3 amendements différents modifiaient la communauté microbienne. Effectivement, on a trouvé il y avait des différences suivant les amendements. Et donc, ces apports de 1% modifiaient considérablement la communauté microbienne. Et plus particulièrement, ce qui a été décortiqué au niveau des actinomycètes, c'était que c'était des sources d'antagonistes par rapport à Verticillides. C'est une autre espèce qu'on retrouve plus prépondérante sur le maïs. Et donc, en particulier, cette thèse a permis de montrer qu'une souche qui a été sélectionnée pour son fort pouvoir inhibiteur sur Fusarium verticillides, au niveau de la croissance et de la production de féminisine, eh bien, qu'ils ont permis d'identifier, en comparant le métabolomique et le transcriptomique, seul et en confrontation, qu'il y avait 29 métabolites qui étaient impliqués dans cette réponse entre les deux micro-organismes. Et donc ces études vont permettre d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu lors de cette confrontation entre ces deux espèces. Ensuite, il y a d'autres études qui sont faites sur la métagénomique et les différentes possibilités que ça va être les sols suppressifs, donc les antagonismes microbiens, les micro-organismes aussi qui favoriseraient la croissance de la plante et tout ce qui est défense de la plante par rapport aux micro-organismes. Il y a aussi études sur les épis pour limiter l'analyse des grains à maturité aux communautés fongiques avec l'impliquance séquentielle, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est des choses qu'on recherchait. C'est des espèces qu'on a recherchées, qu'on savait comme majoritaire soluble, mais après tout, on aurait pu faire une approche sans a priori et regarder dans l'impliquance séquentielle ce qu'on avait et identifier les populations. Donc avoir une observation plus large. Donc ça, c'est des axes à développer, c'est tout ce qui est donc, de ce qui se passe au niveau de l'épi et aussi dans ce projet-là, ce qui se passe au niveau du sol et des résidus. Donc aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là, je vous ai parlé donc, des différentes espèces qu'on peut retrouver au niveau de l'épi, mais aussi au niveau de l'espèce, on a des souches qui ont des comportements différents. Et donc ça, par des travaux qui ont été menés par un thésard chez nous, on a pu remarquer qu'on avait une diversité importante au niveau, par exemple, des graminarums qui peut être présente. Au niveau de la transcriptomique et du métabolomique, qui sont importants pour décrypter les compréhensions de la production de mycotoxines. Là, par exemple, c'est des études qui ont été menées plutôt in vitro, avec de l'acide caféique. Pourquoi l'acide caféique? Parce qu'on a vu que c'était peut-être un métabolite qui était plus ou moins présent dans certaines variétés de plantes et qui pourrait donc avoir une activité modulatrice sur la production de mycotoxines. Et donc, on a permis de voir aussi que par rapport à ça, au niveau de la transcriptomique, eh bien, on avait une partie, une régulation avec des gènes qui étaient surexprimés ou sous-exprimés.
et donc une réorganisation transcriptionnelle qui peut expliquer la production de mycotoxines et l'adaptation du champignon par rapport à différents stress ou différents composites pour rencontrer. Donc au niveau de l'analyse métabolomique, alors je vous ai mis ça, c'est un peu grave, mais c'est pour vous montrer tous les mécanismes qui peuvent être mis en jeu et surtout que peut faire, en fin de compte, il faut retenir surtout les boîtes rouges ou beige. C'est-à-dire que, donc, en affectant, en voyant par exemple les mycotoxines modulées, en fin de compte, on affecte tout un ensemble d'autres métabolites, et donc c'est tout un ensemble qui est modifié, et qui peut avoir différents effets. Donc voilà, l'inhibition de la production de donne, ça ne fait pas que ça, ça a aussi induit une réorganisation du métabolite global. Alors au niveau de la plante, je vous ai mis ces titres-là parce que ça me semblait intéressant par rapport au fait que je vous parlais, c'est sans doute un dialogue entre la plante et le champignon. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été menés à Clermont-Ferrand, où ils ont étudié donc, au niveau transcriptomique de la plante, comment étaient régulés les gènes au cours de l'infection et du développement de la plante. Là, vous avez les degrés J. Et donc, ils ont mis en évidence qu'il y avait 170 gènes qui étaient affectés par l'inoculation et le stade de la plante. Et donc là, ce petit schéma, peut-être qui est un peu loin pour vous, mais de près, vous verrez sur les diapos, eh bien, on voit qu'il y a en fin de compte une réponse au cours du temps du développement de la plante et ce qui se passe entre le champignon et la plante et les différents gènes qui vont être modulés suivant le stade et suivant que le champignon va répondre. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau aussi métabolomique et la recherche pour identifier des métabolites qui peuvent moduler la production de mycotoxines dans les plantes, donc il y a eu des études qui ont été menées au laboratoire en l'occurrence par l'ICD International. Et au niveau des maïs, elle a pu identifier que, suivant qu'il y avait des variétés résistantes et sensibles, eh bien, il y a des métabolites qui ont pu être, pour l'instant, pas identifiés, mais si identifiés, mais pas caractérisés, mais c'est là, si je me trompe, c'est peut-être ça. Donc ça, c'est des pistes intéressantes. Donc toutes ces données, c'est vrai que permettent d'alimenter des modèles de gestion et de prédiction et d'anticipation du risque. Donc, il y a un volet avec effectivement les variables climatiques, les données terrain qui vont faire des modèles empiriques tels que Mycolis qui a été développé par Aralis, des modèles mécanistiques qui sont développés par les INRA ou l'école de Purpan aussi, mais aussi des stress environnementaux qui vont donner des données qui vont être donc qu'on va tester de façon in vitro et qui vont donner des informations, et aussi sur tout ce qui est la partie microbiologie, je n'ai pas parlé, qui est aussi intéressante là-dessus, et qui vont pouvoir alimenter tous ces modèles. Donc, pour conclure un peu là-dessus et essayer d'avoir quelque chose d'assez intégratif, la modulation des systèmes de culture et de risque mycotoxines, il faut essayer de mettre en place des dispositifs tels que l'horizon qui permettent d'avoir sur différentes années des données, des cumuls de données et surtout aussi l'amélioration peut-être de la collecte de données. Et ça, on peut le savoir que au fur et à mesure des années et savoir la pertinence de telle information qui a été éliminée ou pas et qui a donné un résultat. Des recherches actives en laboratoire ou en serre, ça c'est indéniable. Des approches multicontaminantes, donc là on a parlé des mycotoxines fusariennes, mais je vous ai tout petit peu évoqué les mycotoxines de type alpha-toxine ou ochratoxine, donc pour l'instant c'est un peu moins nous, mais avec le réchauffement climatique, il y a des prédictions qui ont été faites et on peut se dire que si ce sont des mycotoxines de stockage pour l'instant, elles pourraient devenir des mycotoxines de champ d'ici quelques années, et que dans ce cas-là, l'approche multitoxine peut être importante. Même par rapport aux toxines que je vous ai parlé tout à l'heure, les toxines émergentes, et de voir comment c'est aussi modulé par rapport à ça. Parce que ce n'est pas les mêmes voies de biosynthèse qui sont mises en jeu, et sans doute pas les mêmes voies de régulation qui sont mises en jeu.
Et donc l'important c'est d'acquérir des données pour modéliser l'évolution du risque. Là c'était le modèle qui avait été fait par une chercheuse pour montrer qu'effectivement on pouvait avoir d'ici quelques années cette approche multitoxine et multi-espèces aussi étant intégrée. Je vous remercie de votre attention et je voulais aussi remercier Christine Ducos qui n'est pas là mais qui a fait toutes les analyses biologie moléculaire, Marie-Noëlle Verdal-Bonin qui est là avec Gisèle Marchelet qui a réalisé toutes les analyses mécanismes et Florence Forger qui s'y participe au projet. Voilà. Merci. On va prendre quelques questions s'il y en a. Puis on enchaînera, il y aura l'occasion, comme je vous l'ai dit, de discuter à la fois avec la boîte de questions et puis la table ronde cet après-midi. Mais s'il y a déjà des questions, là, juste ce qu'on vient de voir. C'est clair? Ah, une question, Olivier. Voilà, il ne fallait pas faire. Je te présente. Bonjour, Olivier Crouzet, INRA. Ma question c'était par rapport au résultat du projet Casagro. Finalement, on a l'impression que Microdocure, si je l'ai retenu, n'est pas forcément trop à risque dans notre cas, dans celui qui a eu lieu là, puisque finalement il n'est pas associé à la production de toxines, alors finalement ce serait plutôt Fusarium germinérante, c'est bien cela finalement. Donc, dans quel cas finalement Microdocure a été identifié comme problématique? Microdocure est donc considéré comme problématique parce qu'il produit quand même au niveau de l'EPI les symptômes de la fusariose. Donc il peut quand même faire des ravages assez importants sur les rendements.